Savais-tu que tous les 12 mois, le parc automobile mondial consomme et jette plus de 250 millions de pneus? Qu'il s'agisse d'aller au travail, d'emprunter des routes panoramiques ou de brûler du caoutchouc lors de manœuvres extrêmes, les véhicules modernes reposent sur 4 anneaux noirs qui, à première vue, semblent aussi banals qu'indispensables. Pourtant, derrière leur allure robuste se cache la fragilité d'un ingrédient essentiel. Un fluide blanc, laiteux et collant que les botanistes appellent latex. Au terme d'une chaîne de procédés mêlant agriculture, chimie et haute ingénierie, ce latex devient les pneus qui soutiennent voitures, camions et motocyclettes aux 4 coins du monde. Si la roue existe depuis des millénaires, l'idée d'entourer son périmètre d'une gaine de gomme est assez récente. Au début du XVIIIe siècle, quelques artisans expérimentèrent des résines naturelles afin de protéger les jantes de bois et de fer qui dominaient alors les chemins. Ces premiers essais furent peu concluants. La gomme s'usait rapidement et se fissurait sous des températures extrêmes. La situation changea radicalement en 1839 lorsque l'Américain Charles Goodyear, après d'innombrables essais et un célèbre accident où un mélange tomba sur un poêle chaud, découvrit la vulcanisation. En combinant du caoutchouc brut avec du soufre, puis en appliquant chaleur et pression, Goodyear obtint une structure moléculaire plus stable, élastique et résistante à l'abrasion. C'est ainsi que naquit le pneu moderne. Dans la fabrication moderne des pneus, 2 grandes familles d'élastomères convergent, dont la combinaison s'avère essentielle pour équilibrer performance et durabilité. Le caoutchouc naturel, extrait du latex de l'Hevea brasiliensis, se distingue par une extraordinaire élasticité, une haute capacité de récupération après déformation et une excellente adhérence sur des surfaces variables. Ces propriétés lui permettent d'absorber les chocs et d'assurer un contact ferme avec le pavé, surtout à basse température. À ses côtés intervient le caoutchouc synthétique, obtenu par polymérisation de dérivés du pétrole tels que le butadiène, le styrène butadiène ou l'isoprène synthétique. Ce groupe offre une résistance chimique supérieure, essentielle face aux carburants, aux huiles et à l'ozone, et une uniformité accrue d'un lot à l'autre, ce qui facilite le contrôle de qualité dans les processus industriels à grande échelle. Dans un pneu moyen, les 2 sources de polymères coexistent dans des proportions qui oscillent généralement entre 30% et 50% chacune. Bien que la formule exacte varie selon le type de pneu et les performances recherchées, conduite sportive, charge lourde, usage hivernal, etc. À cette matrice bicomposante s'ajoutent des additifs qui démultiplient son rendement. Noir de carbone ou suie pour accroître la résistance à l'abrasion et dissiper la chaleur. Silice précipité pour améliorer la traction sur sol mouillé et réduire la résistance au roulement. Oxyde métallique tel que celui de zinc qui catalyse la vulcanisation. Enfin, huile, résines et cires jouant le rôle de plastifiant, d'antioxydant ou de protecteur contre la dégradation par rayonnement ultraviolet. Le résultat final est un composé dont les propriétés mécaniques, thermiques et chimiques sont ajustées avec précision afin de supporter des millions de cycles de flexion, des températures extrêmes et des conditions de charge variables tout au long de la vie du pneu. Les plantations d'Heveas prospèrent dans les bandes équatoriales où le climat est chaud et très humide. L'Inde, la Thaïlande, l'Indonésie et le Vietnam concentrent une grande partie de la production mondiale. Lorsqu'un arbre atteint la maturité, entre 6 et 7 années après sa plantation, les ouvriers pratiquent une incision hélicoïdale superficielle dans l'écorce. La coupure ne doit pas dépasser 2 mm, juste assez pour que le latex s'écoule sans compromettre le tissu vasculaire qui nourrit l'arbre. Goutte après goutte, le suc blanc glisse vers un petit récipient d'aluminium ou de céramique. Chaque saignée rapporte peu. Il faut des milliers d'arbres pour approvisionner une usine. Pour éviter que le latex ne coagule prématurément, on verse une dose d'ammoniac dans les seaux de collecte. Ce composé alcalin agit comme conservateur et stabilise les particules de caoutchouc en suspension. Une fois les récipients pleins, ils sont acheminés vers des dépôts où le latex est stocké dans des cuves hermétiques. Là commence un repos d'environ 10 heures, la phase de prématuration naturelle qui permet d'épaissir la dispersion avant la solidification contrôlée. Après son repos, le mélange contient encore 60% d'eau. Pour expulser une grande partie de ce liquide, le latex est introduit dans une série de cylindres cannelés qui fonctionnent comme d'énormes machines à pâte. Le pressage successif compacte la matière jusqu'à obtenir de fines feuilles d'épaisseur uniforme. Pourtant, le caoutchouc est encore saturé d'humidité. C'est pourquoi les feuilles sont suspendues dans des galeries de séchage alimentées au bois et ventilées par des courants d'air chaud. 3 jours plus tard, ce qui était un fluide visqueux est devenu des plaques flexibles d'un ambre clair, dégageant le parfum sucré caractéristique de la sève tropicale.
Lorsque le caoutchouc naturel atteint la consistance préliminaire adéquate, il est comprimé en balles de 35 à 50 kg afin de faciliter sa manutention. Ces blocs voyagent sur des camions-plateformes ou dans des conteneurs maritimes ventilés, équipés de bâches imperméables qui les protègent de la pluie tropicale et de l'excès de rayonnement solaire pendant le trajet. Dans le même convoi se trouve habituellement du caoutchouc synthétique en balles densément pressées, issus de complexes pétrochimiques où sont polymérisés des dérivés du brut. À l'arrivée dans l'enceinte industrielle, les deux types d'élastomères pénètrent dans des entrepôts climatisés dotés d'un contrôle automatique d'humidité et de température. Maintenir l'humidité relative en dessous de 60% et la température autour de 18 degrés Celsius évite la cristallisation superficielle et ralentit la dégradation oxydative des polymères. Les balles sont empilées sur des palettes surélevées, laissant des allées dégagées pour les chariots élévateurs électriques qui acheminent la charge vers la ligne de production selon la programmation quotidienne. Avant d'entrer dans le mélangeur, chaque lot est analysé en laboratoire pour vérifier sa teneur en cendres, sa viscosité mounie et son pourcentage d'impureté. Ce n'est qu'après avoir passé ces contrôles que le caoutchouc est autorisé pour la phase de compoundage. Le cœur de l'usine est la halle de mélange, une salle bruyante remplie de Banbury mixeurs, pétrins fermés de la taille d'un autobus scolaire et de broyeurs à cylindres. Les techniciens programment différentes recettes selon la partie du pneu à produire. Carcasse interne, flanc, ceinture, bande de roulement, talon, etc. Dans chaque malaxeur se combinent caoutchouc, noir de carbone, soufre, oxyde de zinc, antioxydants, fibres textiles hachées et huile plastifiante. La friction et la chaleur intègrent la masse jusqu'à ce qu'elle atteigne la viscosité adéquate. En à peine 2 minutes émerge un tapis de composés noirs et brillants, encore malléables, qui est laminé en feuilles continues puis stocké en bobines. Le caoutchouc, à lui seul, est trop mou pour contenir la pression de gonflage ou supporter les impacts contre le revêtement. C'est pourquoi il est associé à des tissus de polyester, de rayon ou d'aramide qui apportent une résistance en traction. Une calandre, machine à rouleau chauffant, imprègne les deux faces du tissu d'un fin film de gomme pour créer les toiles de carcasse. L'épaisseur et la densité du tissu varient en fonction de la catégorie du pneu. Tourisme, haut rendement, tout-terrain, etc. Simultanément, des fils d'acier à haute résistance sont assemblés en torons et revêtus de caoutchouc pour devenir des ceintures. Ces ceintures constitueront un treillis semi-rigide qui stabilise la bande de roulement et évite les déformations à grande vitesse. Parmi les composants les moins visibles mais les plus décisifs d'un pneu figure le talon. Cet élément prend la forme d'anneaux circulaires constitués de filaments d'acier à haute résistance, torsadés puis recouverts d'une fine couche de gomme pour assurer leur intégration à la carcasse. Lors de l'assemblage, le talon sert de point de contact primordial entre la couverture et la jante. Lors du gonflage, la pression interne pousse ces anneaux contre le rebord métallique de la roue et crée un joint hermétique qui empêche les fuites d'air. La qualité du talon est cruciale. Si les fils ne possèdent pas la résistance en traction adéquate ou ne sont pas parfaitement dimensionnés, la pression de gonflage, qui peut dépasser 5 atmosphères sur les camions ou les véhicules à haute performance, pourrait désaxer la couverture, compromettant la stabilité et augmentant le risque de perte soudaine de contrôle. Une fois tous les sous-composants prêts, il est temps de les assembler dans une machine formatrice qui rappelle un tour horizontal. Sur un tambour métallique expansible, l'opérateur place d'abord la couche intérieure, un caoutchouc butyl presque imperméable à l'air qui remplace les anciennes chambres. Il ajoute ensuite la toile de carcasse, positionne les talons de part et d'autre et replie le bord du tissu autour des anneaux pour les ancrer. Par-dessus la carcasse sont enroulées les ceintures d'acier et enfin, la bande de roulement avec ses flancs est appliquée. Un léger gonflage à l'air comprimé aide toutes les couches à adhérer entre elles. Le produit ainsi obtenu reçoit le nom de pneu vert. Il ne possède pas encore de sculpture et n'a pas subi la réaction chimique irréversible. La portion qui sera en contact avec la chaussée exige une formulation particulière. 3 composés distincts, un central pour la résistance à l'usure, 2 latéraux pour l'adhérence et la dissipation de la chaleur, sont extrudés simultanément à travers une filière d'acier. Le profil obtenu comprend des rainures longitudinales qui permettent d'identifier l'orientation et la section du pneu. Des rouleaux ancrés tracent des lignes de couleur servant de code interne lors du contrôle de qualité. Le pneu vert est ensuite introduit dans un moule d'acier divisé en 2 moitiés, ressemblant à un gigantesque gaufrier. À l'intérieur se trouve une vessie flexible d'eau et de vapeur. Lorsque le moule se referme, la pression, qui peut dépasser 20 atmosphères, et la température, aux environs de 180 degrés Celsius, active le soufre présent dans le mélange et crée des ponts de sulfure entre les chaînes polymériques. Après environ 15 minutes, la bande de roulement a acquis son dessin définitif et toutes les couches se sont unies chimiquement,
formant une pièce unique, élastique, solide et extrêmement durable. À la sortie du moule, l'excès de caoutchouc, les bavures, est coupé à l'aide de couteaux circulaires. Chaque pneu passe ensuite par des inspections visuelles et mécaniques. Équilibrage dynamique, scan d'uniformité radiale, rayon X pour détecter les poches d'air internes et test d'étanchéité. Seuls ceux qui satisfont les critères poursuivent vers la zone de marquage et de stockage. Sur les flancs sont gravés, au laser ou par estampage, les codes de production, les dimensions, l'indice de charge, le symbole de vitesse et les données réglementaires. Après avoir franchi une chaîne d'opération mêlant contrôle robotisé, chimie de précision et dextérité humaine, la couverture finie est stockée sur des palettes identifiées par des codes de traçabilité. De là, elle entame un voyage logistique qui peut inclure trains, transports maritimes et camions longue distance avant d'atteindre centres de distribution, concessionnaires ou ateliers de service. Chaque unité est maintenue dans des environnements ventilés, à l'abri de la lumière directe, pour préserver l'élasticité des composés et éviter les déformations prématurées. Lorsque le pneu est enfin monté sur la jante, le talon d'acier se scelle contre le rebord métallique et la chambre hermétique interne reçoit de l'air à la pression recommandée par le fabricant. À cet instant, le pneu entre sur son véritable banc d'essai, la route ouverte. Il doit simultanément assurer adhérence sur sol sec, évacuation de l'eau sur sol mouillé, amortissement des nids de poule, stabilité en virage et un niveau sonore conforme aux réglementations de confort acoustique. Le dessin, fruit d'une extrusion multicomposante, canalise la chaleur générée par la friction, réduit le risque d'aquaplanage et répartit l'usure afin de prolonger sa durée de vie. Chaque freinage d'urgence, chaque slalom urbain ou chaque longue traversée d'autoroute brûlante révèle l'efficacité du réseau de renforts textiles et de ceintures d'acier intégrées à la carcasse. Parallèlement, les capteurs de pression et de température installés dans les roues de dernière génération transmettent des données que les ingénieurs analysent pour concevoir des composés plus efficaces et plus durables. Ainsi, le pneu devient un nœud d'information qui alimente l'innovation. Le processus qui a commencé par une incision millimétrique dans l'écorce d'un EVA Brazilian 6, puis a traversé des mélangeurs géants et des moules à 180 degrés Celsius, se boucle chaque fois qu'un véhicule freine avec précision ou aborde un virage avec assurance, nous rappelant que la mobilité contemporaine repose sur une convergence complexe de science, d'industrie et de logistique mondiale.